Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Alors que l'Europe croule sous une température caniculaire et que de gigantesques incendies embrasent le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, jusqu'à certains quartiers de la banlieue de Londres, nous touchons là du doigt, très concrètement, les conséquences du réchauffement climatique, et ce n'est sans doute qu'un début. Il n'y a d'ailleurs pas que la nature qui s'enflamme, ça chauffe aussi dans les différentes chancelleries. Et la semaine qui vient de s'écouler a vu un déploiement diplomatique tous azimuts. De Joe Biden, le président américain, en visite au Moyen-Orient, à la réception à Paris par Emmanuel Macron du président des Émirats arabes unis, en passant par un sommet tripartite à Téhéran entre Vladimir Poutine, Recep Erdogan et le guide suprême de la révolution islamique. Cette activité des plus fébriles annoncerait-elle une reconfiguration des cartes à l'échelle planétaire? Dessine-t-elle les contours d'un monde multipolaire que la guerre en Ukraine a accéléré? Au fil des jours, les différents dirigeants politiques sont amenés à choisir leur camp, celui des démocraties d'un côté et des autocraties de l'autre, le camp occidental ou le camp des dictatures incarnées par la Russie, la Chine et la Turquie notamment. Eh bien, tels sont quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce midi avec mon invité, Ibrahima Thiam, président fondateur du mouvement sénégalais Un autre avenir, auteur de 3 essais politiques et candidat aux futures élections présidentielles de 2024, dans moins de 2 ans. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « Changement d'axe pour le globe terrestre ». Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Vival. C'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous vivions dans une sorte de monde unipolaire marqué par l'hégémonie américaine, superpuissance absolue, tant économique que militaire. Mais depuis quelques années, les choses changent et on voit apparaître un monde multipolaire, marqué par l'entrée en scène de nouvelles puissances régionales telles que la Chine, la Turquie, voire la Russie, qui aspirent à jouer un rôle de premier plan dans les affaires de la planète. On pourrait aussi ajouter, dans cette nouvelle mondialisation, les grandes firmes internationales comme Google, Apple, Microsoft, ou encore des organismes internationaux tels que l'ONU, le FMI ou l'OMC. Aujourd'hui, plus personne n'a suffisamment de pouvoir pour prétendre influencer et diriger le monde à lui tout seul. Et cette nouvelle géographie n'accouche pas sans douleur. On a donc assisté cette semaine, je le disais, à un ballet diplomatique occidental en direction du Moyen-Orient. Il y a eu successivement le déplacement de Joe Biden, le président américain dans les pays du Golfe et aussi en Israël, et la réception en France, ici même, au château de Versailles, par Emmanuel Macron, du président des Émirats arabes unis. Pour la venue de MBZ, la France a déroulé le tapis rouge. Ces 2 chefs d'État, l'un américain, l'autre français, avaient un seul et même objectif: assurer l'approvisionnement de leur pays en pétrole à un moment où l'importation de gaz et de pétrole russe va se tarir, par suite des sanctions imposées à la Russie, à l'occasion de sa guerre contre l'Ukraine. Pour les Américains, devoir aller ainsi pleurer auprès de son allié traditionnel qu'est l'Arabie Saoudite est nouveau, car les USA avaient avec elle un accord tacite depuis des décennies contre l'importation de pétrole. Ils assuraient la protection et la sécurité de ce pays. Mais les choses ont changé depuis quelque temps. Les pays du Golfe ont conscience que les ressources ne sont pas inépuisables
et qu'il leur faut donc ne pas augmenter inconsidérément leur production et ne pas réduire leur prix du baril, chose d'ailleurs qui ne peut se faire qu'en accord avec tous les pays de l'OPEP. On dit même qu'aujourd'hui, ils achètent du pétrole à bas prix de Russie pour le stocker et pouvoir le revendre plus tard à un tarif normal. De ce fait, Joe Biden s'est vu contraint d'aller quémander. Démarche inhabituelle de la part de l'Amérique, surtout qu'il a dû manger son chapeau, car peu de temps avant, il avait critiqué le régime côté despotique du régime de Riyad. Et Emmanuel Macron a fait la même chose en accueillant à Paris Mohammed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis. Il faut d'ailleurs noter que c'est la première visite à l'étranger de celui-ci. Là encore, vous aurez remarqué que le chef de l'État français a passé soigneusement sous silence les dérives autoritaires au pouvoir. Biden et Macron ont évité les sujets qui fâchent avec leurs interlocuteurs. Et là encore, il a été question de la livraison cruciale en France d'hydrocarbures. Dans le même temps, Vladimir Poutine a rencontré à Téhéran les dirigeants de la République islamique, ainsi que Recep Erdogan, le dirigeant turc, pour discuter de plusieurs sujets, notamment la question kurde, mais aussi de l'exportation des céréales, qui sont actuellement sous embargo. Que nous dit cette réunion au sommet de 3 autocrates avérés? Nous avons là, avec ce sommet tripartite, l'illustration de ce que nous évoquions il y a peu, à savoir l'émergence de ce nouveau monde face au bloc occidental. D'autres discussions concernant les céréales ukrainiennes vont d'ailleurs suivre à Istanbul, en présence des représentants de Kiev, mais aussi de l'ONU. L'objectif est de permettre la sortie de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens. Mais à Téhéran, on a aussi parlé de la vente à Moscou par Téhéran de drones iraniens. Alors que la Turquie, qui rappelons-le, est membre de l'OTAN, vend les siens à l'Ukraine. Ce n'est pas là le moindre des paradoxes. On dit en effet que les drones iraniens sont des objets low cost qui arrangeraient bien Moscou dans la situation actuelle en Ukraine. À ce propos, on a appris qu'au cours de sa tournée au Moyen-Orient, Joe Biden avait signé avec Israël un pacte appelé Déclaration de Jérusalem, selon lequel les États-Unis s'engageaient à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Le nucléaire civil, oui, le nucléaire militaire, non. Croyez-vous possible pour les USA de tenir une telle promesse? Je ne suis pas à la place du président américain, mais vous aurez remarqué que dans le même temps, des responsables iraniens ont de leur côté déclaré que leur pays avait la capacité technique de fabriquer la bombe atomique. Ils ont même indiqué qu'ils avaient déjà simulé des attaques contre les installations nucléaires israéliennes. Il faut dire que les négociations sur l'accord nucléaire de 2015 sont dans l'impasse, ce qui n'arrange rien. Vous avez raison. Et chaque jour qui passe éloigne un peu plus l'Iran de revenir dans cet accord sur le nucléaire. Tous ces arsenaux atomiques existants aujourd'hui dans le monde est inquiétant. Souhaitons que les solutions diplomatiques prévaudront, bien que les différentes chancelleries aient échoué à propos de l'Ukraine. Lors de cette tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, qui avait aussi pour objectif de resserrer les liens entre les États-Unis et les pays arabes, on a appris que des partenariats avaient été noués entre les États-Unis, l'Inde et les Émirats arabes unis dans le but de contrer les vastes projets d'infrastructures chinois. Que vous inspirent ces initiatives? Entre l'Inde et la Chine, il n'a jamais existé un grand amour. Nous avons là deux grandes puissances régionales qui s'observent et qui sont loin de tout partager en matière de politique internationale. Le fait que les Émirats aient l'intention d'investir 2 milliards d'euros dans des projets agricoles en Inde affiche cette volonté de coopération entre ces deux pays, et de son côté, l'Inde ne sera pas fâchée de participer à la lutte contre l'influence chinoise en Afrique
et au Moyen-Orient. Toujours à propos des États-Unis, la directrice de l'Agence américaine d'aide au développement a indiqué que plus d'1 millier d'enfants étaient morts dans la corne de l'Afrique ces derniers temps. Et elle a promis plus d'1 milliard de dollars pour tenter d'éviter la famine dans cette région du monde. Avons-nous là les prémices d'une crise alimentaire de grande envergure? Je le crains, en effet. D'ailleurs, cette même personne a ajouté que 7 millions d'enfants de la corne de l'Afrique étaient mal nourris. La guerre en Ukraine, mais aussi le changement climatique, aggrave la faim dans le monde après que la crise du Covid ait mis à l'arrêt une décennie de progrès. Virus, guerre et famine, tels sont les 3 grands fléaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. On a un peu l'impression, ne croyez-vous pas, de revivre les 7 plaies d'Égypte, à la seule différence que ce n'est plus la colère de Dieu à l'encontre de Pharaon, accusé de retenir le peuple juif en esclavage. Je vois, Jean-Yves Duval, que vous connaissez la Bible. Mais vous savez alors que parmi ces différentes plaies d'Égypte, il y avait les sauterelles. Or, cette plaie n'a jamais disparu. Et chaque année en Afrique, l'invasion de millions de sauterelles géantes détruit des récoltes immenses. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que la situation que nous vivons relève de la colère divine et que ce sont là des châtiments qui nous seraient infligés. Il y a là surtout une mauvaise conduite des affaires politiques, aussi bien intérieures qu'internationales, au cours des 5 dernières décennies par les principaux dirigeants dans le monde. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Le journal Courrier International, dont la qualité des articles n'est plus à démontrer, a publié cette semaine une enquête passionnante sur les conséquences désastreuses pour l'agriculture malienne de l'exploitation par des sociétés chinoises de sites aurifères, exploitation qui dégradent les terres agricoles. Est-ce que nous n'avons pas là sous les yeux une situation que nous avons déjà évoquée dans cette même émission, à savoir la façon dont la Chine se comporte en Afrique? Vous avez raison, Jean-Yves Duval. On peut voir là une illustration de l'accaparement des terres arables africaines par des entreprises internationales, en l'occurrence ici, la Chine. Les cultivateurs maliens de coton voient progressivement leurs terres octroyées à des étrangers alors que c'est la principale source de revenus de ces régions. Déjà, dans certains endroits, ils ne peuvent plus cultiver le riz, ce qui met en péril leurs besoins alimentaires et fait dire à certains qu'ils sont victimes du fléau chinois. Les femmes elles-mêmes se plaignent qu'on ait confisqué leurs champs de manguiers et d'orangers. Tout cela parce que le ministère malien des Mines a accordé des permis à des sociétés d'extraction chinoises de l'or. Il y a aussi des dégâts sur la biodiversité, car les produits utilisés par ces sociétés sont toxiques. Un projet de barrage a même dû être annulé. Il faut que l'État malien se ressaisisse et maîtrise la propriété et l'exploitation de son sol au profit de ses agriculteurs. En introduction à cette émission d'aujourd'hui, j'ai évoqué les méga incendies qui ravagent une partie de l'Europe, du Sud en particulier, à savoir le Portugal, l'Espagne, l'Italie et même la France. Est-ce qu'on ne voit pas là une des conséquences directes du réchauffement de la planète, à propos duquel d'ailleurs les experts scientifiques du GIEC nous alertent depuis de nombreuses années? Va-t-on enfin les écouter et les entendre? Tout à fait. Souvenez-vous, n'est-ce pas, Jacques Chirac, alors président de la République française, qui voici 20 ans, a lancé ce fameux avertissement. La maison brûle. Qu'a-t-on fait depuis? Pas grand-chose, en tous les cas. Assurément, pas assez. Et maintenant, le mal est fait. On a vu aussi en juillet la fonte et l'effondrement de glaciers ici et là dans le monde du fait d'une élévation conséquente des températures depuis 3 décennies. Et ce genre de phénomène va se multiplier au cours des années à venir. Or, malheureusement, on ne prend pas le chemin d'un changement radical d'habitude. La question essentielle qui nous est posée
est la suivante. Comment maintenir une croissance suffisante au développement de nos pays tout en préservant nos écosystèmes, l'environnement et le climat? C'est là une équation difficile à résoudre, mais pourtant indispensable à notre avenir. Pas dans plusieurs siècles, mais dans les décennies à venir. Avant de terminer ce carte sur table du 23 juillet, j'aimerais, Ibrahim Thiam, recueillir vos impressions sur deux événements qui ont eu lieu cette semaine au Mali qui nous interpellent et qui nous laissent perplexes. Il y a d'abord eu cette arrestation à l'aéroport de Bamako de 49 militaires ivoiriens, c'était le 10 juillet dernier, au motif, selon les autorités militaires maliennes, que ceux-ci étaient ou seraient des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Alors qu'Abidjan, bien sûr, a une toute autre version de l'affaire. Oui, en effet. Car pour les autorités de Côte d'Ivoire, ces militaires étaient là dans le cadre d'une opération de soutien logistique à la MINUSMA, la force onusienne présente au Mali. Ceux-ci devaient prendre la relève d'autres Ivoiriens déployés dans le pays. Et ce n'est pas la première rotation de soldats de ce pays à se rendre au Mali. Il n'empêche que le procureur de Bamako a ouvert une enquête et que les militaires en question sont toujours détenus alors qu'ils clament haut et fort leur innocence. Oui, cela va détériorer, à n'en pas douter, les relations diplomatiques entre les deux pays. Et je ne vois pas ce que cherche la junte au pouvoir à Bamako en agissant ainsi. Quel intérêt a-t-elle à monter un tel scénario complotiste à un moment où la CEDEAO vient de lever les sanctions qui visaient le pays? J'émettrais bien une hypothèse. En provoquant un tel incident, est-ce que cela ne préfigurerait pas la volonté des autorités maliennes de voir la mission de l'ONU, présente au Mali depuis de nombreuses années, quitter le pays? Ma deuxième question fait écho à la précédente et porte sur l'expulsion décidée par Bamako du porte-parole de la MINUSMA, précisément Olivier Salgado, accusé d'avoir colporté de fausses informations sur cette affaire des 49 soldats ivoiriens, détenus donc depuis plus d'une semaine à Bamako. Qu'en pensez-vous? Ce deuxième incident en rapport à la mission de l'ONU est en effet inquiétant, car Salgado, franco-belge, sommé de quitter le territoire dans les 72 heures, est présent au Mali depuis 9 ans et n'a jamais fait l'objet du moindre reproche. Ne pourrait-on pas voir derrière ces deux graves incidents la main du nouvel allié russe désireux de voir le contingent de la MINUSMA quitter les territoires maliens afin d'éloigner des témoins qui sont jugés gênants? C'est possible, Jean-Yves Duval, car la MINUSMA a émis des soupçons sur des récentes attaques djihadistes au cours desquelles l'action des forces armées maliennes et des mercenaires du groupe Wagner aurait été à l'origine de la mort de nombreux civils maliens. Une enquête a été décidée par les autorités de Bamako, mais connaîtra-t-on un jour la vérité? Je n'en suis pas sûr. Il est certain qu'après le départ de la force française Barkhane et éventuellement celui de la MINUSMA, la junte malienne aurait les coups de franche dans le pays. Un vieux proverbe ne dit-il pas que lorsqu'on veut se débarrasser de son chien, on trouve qu'il a la rage? Ces deux affaires sont peut-être des provocations du pouvoir en place à Bamako qui précèdent le départ volontaire ou imposé de la mission des Nations Unies. Nous le verrons bien dans les jours et semaines à venir. Avant de refermer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais, si vous le permettez, adresser un clin d'œil amical à l'un de vos compatriotes nommé Tunki. Celui-ci a en effet réussi une ascension jamais réalisée à ce jour par un Sénégalais, à savoir le plus haut sommet de l'Europe, je veux parler du Mont Blanc, bien sûr. Féru de sport de glisse et d'alpinisme, le jeune homme a réalisé là un joli défi, et avec l'équipe de Diaspora Vision, eh bien, nous tenions à le saluer et à lui adresser toutes nos félicitations pour ce bel exploit sportif. Je me joins à vous, bien sûr, car dans notre pays, de tels sommets laissent rêveurs et leur escalade font bien des envieux. Mais rares sont ceux qui réussissent ce que vient de faire Tunki. Alors bravo à lui, nul doute
qu'il va susciter quelques vocations au Sénégal. C'est donc ainsi que se termine notre magazine Carte sur table d'aujourd'hui. Il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, si vous le voulez bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio.